à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur la modélisation des contacts mécaniques dans une simulation orientée système. Alors aujourd'hui, le logiciel que nous allons utiliser, c'est MapleSim, qui permet de modéliser des systèmes dynamiques incluant différents domaines de la physique, et nous allons plus particulièrement nous occuper de la modélisation des contacts mécaniques jusqu'à aller au contact avec des pneumatiques entre un véhicule et une route par exemple. Alors ce que nous allons voir, ça permettra par exemple de faire ce type de simulation. Ici vous voyez le robot Nao qui après se stabiliser sur un sol extrêmement rigide va marcher un petit peu. Donc évidemment là on voit bien que des contacts entrent en jeu dans ce type de modélisation et de simulation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que selon la nature du sol, on va pouvoir voir par exemple ce type d'oscillation parce que le robot était initialement pas complètement stable sur le sol. En revanche, on verra également que si le sol était plus mou, plus souple, on n'aurait pas ce type d'oscillation. Alors ce qui est important, c'est de voir que ce que nous allons présenter aujourd'hui, c'est une nouvelle fonctionnalité dans la sous-bibliothèque multicore, multibody de MapleSim, qui permet de modéliser des contacts mécaniques de façon très facile. Mais il a toujours été possible dans MapleSim de modéliser des contacts. Par exemple, depuis toujours, on a la possibilité de faire ce genre de choses. Là, c'est la main d'un robot qui prend une balle, la main se retourne et va relâcher la balle sur le sol. Donc ce type de modélisation, c'est possible depuis longtemps dans MapleSim. La différence, c'est que contrairement à ce qu'il était nécessaire à l'époque, par exemple, si j'ouvre le système qui modélise les contacts dans cette simulation, bon, c'est pas très simple, il y a quelques blocs. Alors on pouvait ou bien faire la modélisation des contacts en faisant différentes associations de blocs unitaires ou alors en écrivant des composants personnalisés sous la forme d'équations. Maintenant, c'est beaucoup plus simple ce qu'on arrive à faire grâce à la bibliothèque, la sous-bibliothèque des contacts dans la bibliothèque multibody. Alors pour l'ouvrir, cette sous-bibliothèque, il faut naviguer dans la palette des différentes bibliothèques de MapleSim. Je vous rappelle que MapleSim est un outil qui permet de modéliser des systèmes dynamiques en associant différents domaines de la physique. Par défaut, on va trouver une bibliothèque de type signal, une bibliothèque pour les composants électriques, des composants mécaniques en une dimension, des composants polyarticulés, des composants pour l'hydraulique, pour le thermofluide et pour le magnétique. Les autres bibliothèques étant des bibliothèques additionnelles en fonction de besoins plus spécialisés que vous pourriez avoir. Alors nous allons commencer par voir comment on fait pour modéliser un contact très simple. Et le modèle le plus courant, c'est la balle qui rebondit sur le sol. Alors je vais commencer en utilisant les blocs standards de la bibliothèque multibody. Je commence donc en prenant une masse que je vais placer dans mon modèle. Je vais également pouvoir en même temps visualiser la construction de ce système. Voilà, je laisse un petit peu de place. Donc cette masse, je vais la placer initialement à 1 mètre du sol pour qu'elle puisse rebondir sur le sol. Par conséquent, ici, je lui donne une altitude de 1 mètre et je vais obliger MapleSim à démarrer avec cette altitude de 1 mètre. Ensuite, je vais placer le sol sur mon modèle. Voilà, jusqu'à présent, c'est ce qu'on pouvait faire habituellement avec MapleSim. Là, maintenant, je vais utiliser des composants additionnels qui proviennent de la bibliothèque, la sous-bibliothèque des contacts. Alors, cette sous-bibliothèque, la voici. Elle contient différentes choses. Tout d'abord, une bibliothèque d'éléments. Ça, ce sont les différents éléments avec lesquels on pourra avoir des contacts. Ça sera ou bien le cône, le cylindre, le disque, le rectangle, la sphère ou le tore. Les contacts seront toujours modélisés comme étant des contacts ponctuels. Par conséquent, dans la sous-bibliothèque des forces, on va voir les différents types de contacts possibles. Par exemple, cylindre-cylindre, une sphère sur un rectangle, un tore avec un cylindre, etc. Et donc, c'est en plaçant
deux objets en contact et une force de contact entre les deux objets qu'on va pouvoir facilement modéliser ces contacts. Alors faisons-le pour la balle qui rebondit. Donc là, on a défini la masse de la balle, enfin le corps rigide qui correspond à la balle. Maintenant, nous allons définir l'élément correspondant. Alors tout simplement, nous allons prendre une sphère. Là, je place la sphère dans le modèle et puis je vais la connecter à mon corps rigide. Du côté du sol, maintenant, nous allons utiliser un rectangle. Alors, ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est que on ne considère pas nécessairement la totalité du sol à altitude zéro comme étant quelque chose qu'on ne peut pas traverser, comme étant une surface de contact. On va pouvoir spécifier en fait la surface du contact. Ici, par exemple, je vais définir un carré de 1 mètre de côté. Je reviendrai tout à l'heure sur les différentes options de ces blocs. Et je connecte ma surface à mon sol. Enfin, dernière chose, définissons la force qui intervient entre les deux objets en contact. Ici, nous allons avoir une force de contact de type sphère sur rectangle. Voilà, et je n'ai plus qu'à connecter ces éléments-là ensemble. Alors évidemment, je dois définir les propriétés des contacts pour ma sphère, pour la sphère sur le rectangle, notamment la propriété, la raideur en fait du contact. Ici, je vais laisser à 10 000. Je vais définir un amortissement pas très élevé. Voilà, et puis ça sera tout pour cette fois-ci. Maintenant, je vais pouvoir lancer la simulation sur 10 secondes. Et au final, j'obtiens dans la fenêtre de visualisation 3D, après avoir zoomé un petit peu, et après avoir fait une petite modif dans le modèle, parce que d'ailleurs ça va me donner l'occasion de vous présenter les différents paramètres. Ici, dans le modèle de la sphère, on peut cocher une case ou ne pas la cocher visualisation. Donc la visualisation, ça permet, lors de l'animation 3D qu'on a entrevue, de pouvoir visualiser la sphère au cours de son mouvement. Et puis sur le rectangle, c'est la même chose, on a la possibilité de définir une visualisation. Je vais relancer ma simulation pour avoir une animation donc avec ces éléments visualisés. Voilà, cette fois-ci, je vois bien ma sphère et le sol. Si je lance maintenant cette animation, je vois bien la balle qui rebondit sur le sol. Donc revenons à notre modèle. Les choses dont je n'ai pas parlé, c'est tout d'abord pour le rectangle, la surface en contact. Bon, il est possible de donner en plus une épaisseur, mais surtout il est possible de spécifier une vitesse à cette surface. C'est-à-dire que dans mon exemple ici, évidemment la surface reste fixe, mais si on voulait modéliser par exemple un convoyeur, un tapis roulant plus précisément, ça serait possible tout simplement en spécifiant cette propriété, en donnant une vitesse en X et en Y pour modéliser l'avancement du tapis roulant. Alors ici la vitesse est fixe si on la définit dans ses propriétés, mais il est possible en cochant cette case de rajouter des entrées à notre bloc de surface pour avoir une vitesse qui serait modifiable depuis l'extérieur avec un signal qui ne serait pas constant. Enfin, regardons les propriétés du bloc de contact. Alors, on a pas mal de choses qui sont possibles. Tout d'abord, le côté actif ou non du contact. Alors, jusqu'à présent, on avait sélectionné un contact toujours actif. On a la possibilité de l'avoir actif, de déclencher le contact seulement sur un signal booléen, auquel cas un port est rajouté ici sur le modèle. Ou alors, on peut très bien définir un temps de début et un temps de fin pour la durée du contact, si on veut avoir quelque chose de plus figé. C'est très important de noter ici qu'on n'a pas, avec MapleSim, on travaille vraiment avec des blocs physiques, donc il n'y a pas de notion
comme on pourrait avoir dans d'autres logiciels, d'avoir un modèle qui serait valable seulement lorsque deux objets sont en contact, et puis un autre modèle qui serait valable seulement lorsque les objets ne sont pas en contact, et puis avec une logique de commutation entre les deux. Ici, ça ne se passe pas du tout comme ça. On a un modèle unique, et MapleSim est capable, on le verra dans quelques instants lorsqu'on génère les équations, MapleSim est capable lui-même, à partir du moment où on a fait cette modélisation, de faire les commutations entre objets en contact ou pas en contact. Donc là, quand on définit contact actif ou non, ça ne veut pas dire que c'est pas pour spécifier que deux objets sont purement en contact ou sont séparés, c'est uniquement pour spécifier l'activation ou non du calcul des forces lorsque les objets doivent être en contact. Différents modes également de contact, alors un ressort linéaire avec ou sans amortissement limité, et puis un contact plus pointu, suivant le modèle de Hunt and Crossley, avec des propriétés de contact que l'on peut voir ici. Donc ce modèle plus pointu fait appel à des exponentielles et représente un peu mieux les contacts physiques que l'on peut avoir dans la réalité. Notez qu'il est possible également de spécifier, dans cet exemple, comme on a un contact sphère-rectangle, de spécifier le nombre de sphères, le nombre de rectangles avec lesquels on est en contact. Par exemple, si on avait plusieurs balles qui rebondissent, on ne serait pas obligé d'avoir plusieurs rectangles. On pourrait très bien avoir un seul rectangle et puis un seul bloc de contact sphère-rectangle, et on pourrait avoir plusieurs sphères ici qui seraient reliées à ce même bloc. Il suffirait simplement de définir le nombre de sphères pour pouvoir relier correctement les différentes sphères à cette surface rectangulaire par l'intermédiaire de ce bloc de contact. Voilà, j'en ai terminé pour cette modélisation très simple qui vous permet de voir la façon dont ça s'utilise. Après, pour tout ce que nous allons voir par la suite, le principe est toujours le même. On a toujours deux objets qui sont en contact. On doit toujours définir entre ces deux objets le bon modèle de force de contact. Et après, je dirais la façon de modéliser correctement les contacts dans MapleSim, ça vient simplement dans le choix de l'objet que l'on va utiliser. Nous allons voir pas mal d'exemples par la suite sur d'autres types de contacts. Alors, une dernière petite chose ici. Vous savez sans doute que MapleSim est un logiciel qui permet de générer automatiquement des équations. Évidemment, lorsque l'on rajoute des blocs de contact, on a toujours la possibilité de générer des équations. Je vais vous montrer un exemple sur ce modèle simple. Alors ça se fait en appelant dans Maple 2016 l'application de génération d'équations. Il y a pas mal d'autres applications dans différents domaines, par exemple pour générer du code, pour linéariser, pour optimiser des modèles, pour faire du balayage paramétrique. Donc là, je vais ouvrir l'application d'extraction d'équations. Voilà, si on avait plusieurs sous-systèmes dans le modèle, on pourrait choisir le sous-système par le biais de cette petite interface graphique. Bon, ici, tout est à plat, donc pas différents sous-systèmes. Je charge le modèle dans cette feuille. Et ensuite, je vais pouvoir visualiser, par exemple, les différentes variables du modèle, les différents paramètres et éventuellement les renommer. Ensuite, je peux définir l'extraction des équations. Donc là, je clique sur le bouton Extract. Là, on voit les quelques lignes de code Maple qui permettent de générer ça, mais on obtient directement les résultats. Et si on va tout en bas, là, on peut voir les fonctions écrites sous la forme de fonctions mathématiques par morceaux. Donc c'est un peu comme si en programmation on faisait du ciel or sinon. Et là, ça nous permet de visualiser les contacts, l'équation des contacts dans le modèle. Donc ça dépend évidemment de la comparaison de l'altitude de la sphère par rapport à l'altitude du sol. Et dans un cas, on aura une force de contact, sinon on n'en aura pas. Donc c'est toujours possible avec MapleSim d'extraire des équations, même bien sûr en utilisant ces différents modèles et ces nouveaux blocs de contact dans la bibliothèque multicore. Alors maintenant, nous allons voir des modèles plus utiles que la balle qui rebondit et voir comment ça peut s'utiliser justement ces contacts dans des cas tout à fait pratiques.
Alors, je vais commencer par un modèle qui modélise une pince. Voilà, ici, on va voir la modélisation d'une pince. Alors, je vais lancer tout de suite l'animation. Modélisation d'une pince de robot qui doit prendre un objet. Donc, on a deux sous-systèmes. Cette pince de robot est modélisée en faisant un import depuis un modèle SolidWorks. Mais, bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur les imports CAO. Ici, on voit le résultat de la simulation. Donc, la pince saisit un objet sur le sol et au bout d'un certain temps, relâche cet objet qui retombe sur le sol. Alors, ce qu'on peut voir sur ici la courbe, ça correspond à la courbe du courant dans le moteur. Je vais revenir dans le modèle. On voit très bien que le courant est saturé. Pourquoi le courant est saturé? Parce qu'on n'a pas envie de détruire l'objet, parce que cet objet pourrait très bien être assez fragile. Donc c'est important de noter que dans ce modèle, ici au niveau de la modélisation des contacts, la modélisation des contacts est représentée, donc on a le contact de la sphère sur le sol et puis deux surfaces également sur le côté qui correspondent à la pince. C'est ce qui est représenté ici, la sphère et puis les différents contacts entre les trois éléments rectangulaires et puis cette sphère. Donc c'est important de voir que ces contacts génèrent bien au niveau du moteur, donc qui se situe à ce niveau-là, voilà. Le moteur ici à courant continu qui est piloté par un pont en H, comme on le fait couramment dans la pratique. Il est possible de mesurer le courant qui entre dans le moteur et en fonction du courant mesuré, on peut très bien réaliser un asservissement qui va faire une saturation du courant. Donc ces contacts, le contact entre la pince du robot et la sphère génère évidemment une augmentation du courant dans le moteur et c'est ça qui nous permet de faire une limitation au courant pour éviter que la pince du robot ne détruise éventuellement l'objet lorsqu'il est pris. Je relance encore la simulation. Alors évidemment, vous allez me dire que si on laisse tomber l'objet, il risque de se casser. Bon, c'est simplement pour montrer que l'objet ici est en contact avec le sol. Et contrairement à ce qu'on voyait précédemment, vous pouvez noter que l'amortissement du sol est cette fois-ci plus élevé. Donc on n'a pas de rebond, enfin pas l'amortissement du sol, mais l'amortissement du contact entre la sphère et le sol est plus élevé. Donc on n'a pas de rebond entre la sphère et le sol. Un autre modèle, ça c'est un modèle, toujours un modèle mécanique évidemment, un modèle de portail. Alors on va voir à peu près le même type de fonctionnement, avec un arrêt du système, cette fois-ci en cas de présence d'un obstacle. Donc là, ce que nous allons voir dans cette simulation, c'est que le portail va se fermer, mais on a placé dans ce modèle ici un cube, on a représenté ça comme un cube, qui va entraver la marge du portail et on va pouvoir détecter un surcourant et puis une augmentation du couple au niveau du moteur, et ce surcourant et cette augmentation du couple vont faire en sorte que l'on puisse arrêter le portail. Voilà, la simulation est maintenant terminée. Je reviendrai dans quelques instants sur le modèle. Donc, ce que nous allons regarder ici, c'est ici on voit le courant dans le moteur. Donc le courant dans le moteur, ça va nous permettre de voir à quel moment on coupe en fait l'alimentation du moteur. Et là, ce qu'on peut visualiser, c'est le couple qui est mesuré dans le moteur. Alors, ce qui est intéressant avec MapleSim, c'est lorsqu'on lance une animation ici 3D, on peut visualiser en même temps, sur les courbes de mesure 2D que l'on voit à gauche, on peut visualiser l'avancement et voir de façon vraiment synchronisée à quel point de la courbe on se trouve par rapport à l'évolution de l'animation ici. Voilà, je démarre cette animation. Alors, j'arrête un petit peu, vous avez pu remarquer qu'on avait démarré
avec l'objet qui n'était pas posé sur le sol. Bon, c'est intéressant de voir qu'on a bien le contact entre l'objet et le sol. Là, je recommence, ça y est. Le portail se ferme. On voit l'évolution ici du temps. Et à un moment donné, on a le choc, voilà, le choc entre le portail et l'objet. Et ça fait une augmentation du couple qui nous fait arrêter immédiatement le moteur. Alors, il y a encore l'inertie du portail, mais celui-ci s'arrête quand même assez rapidement. Donc voilà un autre exemple de modélisation qui nous permet de faire en sorte de rajouter une sécurité dans un système. Et comme toujours avec MapleSim, on a bien une simulation qui est multiphysique, puisque on mélange, je reviens maintenant au modèle, on mélange en fait de la mécanique polyarticulée. Ça, c'est modélisé avec les différents blocs de la bibliothèque multicore de MapleSim. Donc on mélange ces différents blocs de mécanique polyarticulée, on va mélanger ça avec un moteur électrique. Là on voit ici la logique de coupure d'alimentation du moteur. On mesure le couple moteur et si la valeur absolue est supérieure à une certaine valeur, en fait on va couper directement l'alimentation du moteur et arrêter le mouvement du portail. Et là dans ce système on a même la modélisation d'une batterie qui est rechargée par un panneau solaire. Donc c'est un modèle assez complet qui mélange, je dirais de la gestion d'énergie, de la motorisation, de la mécanique et les aspects contacts. Alors les aspects contacts interviennent à deux niveaux. Ici, on a représenté toujours un bloc rectangle pour la modélisation du sol, un autre bloc rectangle pour la modélisation de la surface de contact du portail. Et puis, à l'intérieur de la boîte ici, on modélise un corps qui représente le cube que l'on a pu voir avec différentes sphères pour les points de contact. Alors justement, ce que l'on peut voir dans les paramètres des sphères, c'est que la visualisation n'est pas activée. Donc je ne l'ai pas activée pour que ça soit plus propre en quelque sorte. Maintenant, je vais activer la visualisation des sphères. Ça va nous permettre de voir comment la modélisation des contacts est réalisée dans le modèle MapleSim. Voilà, je prends chacune des sphères, je rajoute le paramètre de visualisation. Voilà, et puis je vais faire une autre modification. Ici, ce que l'on peut voir, c'est que bon, le coefficient de friction est assez élevé. Je vais passer à un coefficient de friction nul. Voilà, et je vais faire une dernière chose pour activer la visualisation de la surface de contact du portail. Ça va permettre de voir en quelque sorte ce qui se passe en coulisses de cette simulation. Voilà, je relance la simulation. Et nous allons voir que la modélisation des contacts entre la boîte et puis le portail et le sol nous a simplement conduit à créer 4 points aux quatre angles de la boîte côté sol. Donc on voit ici les points sur la boîte. Donc ce sont les 4 points qui nous permettent de définir des points de contact. On voit également la surface, ici en vert. Je vais essayer de tourner ça un petit peu. On voit également, donc, j'aurais dû choisir une autre couleur, mais voilà. On voit la surface qui représente la surface de contact du portail en verticale, perpendiculaire par rapport au sol. Et là, on voit bien les points de contact matérialisés par les petites sphères rouges au point de contact entre la boîte et le sol, qui seront aussi les mêmes points de contact avec le portail. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que comme on n'a plus du tout de friction entre la boîte et le sol, puisqu'on a mis un mu qui est égal à 0, on va voir que lorsque le portail rentre en contact avec la boîte, alors le portail, lui, s'arrête toujours parce qu'on a toujours un surcouple au moment du contact. Voilà. Par contre, la boîte, elle glisse. Elle va glisser comme si elle était complètement sur la glace. Et par ailleurs, on va voir, alors je fais une petite pause, on va voir que arrivé en fin de surface de contact verte ici, la boîte va tomber, ce
pour prouver qu'on n'a pas un contact infini. La surface du rectangle correspondant au sol a bien son utilité. Donc ça pourrait vous permettre de modéliser des objets qui vont tomber l'un sur l'autre, comme par exemple, je parlais tout à l'heure du cas d'application du convoyeur, enfin du tapis roulant. On pourrait très bien avoir un objet qui se trouve sur un tapis roulant qui tombe sur un autre tapis roulant. Il est possible sans problème de modéliser ce genre de choses avec MapleSim. Voilà, la boîte va arriver au bout de la surface et finalement finit par tomber de la surface qui représente le sol. Donc voilà pour ce second exemple. Maintenant, je vais vous présenter un troisième exemple, comme celui-ci. Troisième exemple, cette fois-ci dans le domaine de la robotique mobile, parce qu'on a déjà vu des exemples en robotique. Donc, le domaine de la robotique mobile avec un robot qui s'appelle le T-Quad, qui possède des roues, comme on peut le voir un petit peu sur l'image, des roues qui sont, ça s'appelle des roues mécanomes, donc des roues qui sont réalisées à partir de boudins placés à 45 degrés par rapport à l'angle de rotation. Alors on va regarder comment ça se passe dans la modélisation de ce système. Alors ces roues, comme nous allons le voir, elles possèdent une visualisation assez avancée dans la modélisation MapleSim. Et ça, c'est rendu possible au fait que dans le modèle qui représente la visualisation de la roue et la modélisation de la roue, on a fait l'import de cette roue depuis un logiciel de CAO. Alors ça, ça se fait via l'utilisation de la boîte à outils additionnelle de MapleSim, la CAD Toolbox, qui permet de lier MapleSim à des outils de CAO. Ici, on a fait un import du modèle qui provient d'Autodesk. On voit bien dans cette visualisation comment est représentée la roue. Ici, c'est l'axe de la roue, l'axe de rotation. Ça, c'est notre port en fait de rotation dans la modélisation MapleSim. Et les différents petits rouleaux que l'on voit ici sont, comme vous le voyez, orientés à 45 degrés. Et lorsque la roue tourne sur son axe, en fait, ça crée un mouvement qui est à 45 degrés de l'axe de rotation de la roue. Alors, si je reviens au résultat de la simulation et à l'animation correspondante, donc ce que l'on réalise dans ce modèle, par l'intermédiaire des consignes qui sont données à l'intérieur de ce sous-système, ici on fait différents mouvements qui vont permettre au robot d'avancer un coup de façon longitudinale, puis de façon latérale, puis il va pouvoir tourner sur lui-même. Donc ça se fait en modifiant le sens de rotation des roues, comme on le voit ici. Si toutes les roues tournent vers l'avant, le robot va vers l'avant. Et puis ensuite, en fonction de la combinaison de rotation des roues, on peut avoir le robot qui se translate ou alors le robot qui tourne sur lui-même. C'est ce que l'on voit ici sur l'animation. Alors, encore une fois, le robot part d'un état qui n'est pas posé sur le sol, pour bien vérifier qu'on a le contact. Et là, on peut visualiser ces trois mouvements, longitudinal, latéral et le mouvement de rotation. Alors, comment c'est modélisé ça en utilisant la bibliothèque des contacts? Tout simplement, ici, on a besoin de modéliser des forces qui ne vont pas aller perpendiculairement, enfin, en tout cas, qui ne vont pas aller de façon parallèle au plan de la roue, mais qui vont aller orientés à 45 degrés du plan de la roue. La technique que nous avons utilisée pour faire ça, c'est la modélisation. Alors là, nous avons le corps du robot et puis les quatre roues. C'est une modélisation très simple. La technique que nous avons utilisée, c'est cette fois-ci le tore. Donc là, l'objet qui nous permet de modéliser le contact, c'est un tore. Tore qui est orienté par l'intermédiaire de ce bloc à 45 degrés du plan de la roue et également à 45 degrés de l'axe de rotation de la roue. Si je visualise le tore sur les différents trous, nous allons voir ce que ça donne dans ce modèle, dans l'animation du modèle. On va bien voir
le mouvement correspondant, enfin le contact équivalent à Serum Mecanum. C'est vraiment très intéressant cette option de désactiver ou non la visualisation, parce que lorsqu'on veut avoir un modèle qui est propre comme celui-ci, on désactive la visualisation. Et puis pour la mise au point, pour voir comment se passent les contacts entre les différents objets sur lesquels on travaille, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette visualisation des contacts. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la toute dernière version de MapleSim, il est possible de voir la simulation pendant qu'elle est en train de s'exécuter. Alors des fois la simulation est assez rapide, donc on ne le voit pas forcément. Mais parfois, quand ça prend un petit peu de temps, on peut voir la modélisation, l'animation qui s'anime, et c'est bien de voir les choses pendant qu'on est en fonctionnement. Donc voilà, si je zoome un petit peu sur la roue, là je vois le tore en orange qui est bien dans l'axe des rouleaux, et c'est ça qui nous permet, lors de la simulation du système, d'avoir le mouvement correct du robot avec Serum Mecanum. Voilà. Alors une autre fonctionnalité également de MapleSim, donc ça va me permettre de vous présenter également des nouveautés dans le logiciel. Il est possible, bon ça depuis toujours, d'enregistrer un résultat avec la simulation. Là on avait, comme on peut le voir ici au niveau de ce sous-système, on avait un mu qui est le même, un coefficient de friction qui est le même pour toutes les roues et qui est égal à 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser un coefficient de friction qui est beaucoup plus petit, qui est égal à 0,1. Nous allons voir ce que ça donne dans l'animation. Là, j'ai sauvegardé l'animation avec mu égale 1, et nous allons voir dans la prochaine animation la comparaison entre cette simulation de référence et la nouvelle simulation qui se fait avec un frottement beaucoup plus faible. Je vous montre ça pour que vous puissiez voir qu'il est possible, avec ces blocs de contact, de faire des simulations paramétriques. Alors là, on fait une simulation paramétrique dans MapleSim, c'est-à-dire qu'on fait une simulation avec différentes simulations avec différentes valeurs de paramètres, ce qui nous permet de pouvoir les comparer. On pourra comparer les courbes, mais surtout on pourra comparer les animations 3D. Et nous allons voir dans quelques instants qu'il est possible également, avec les paramètres de ces blocs de contact, de faire des animations, des balayages paramétriques, cette fois-ci en utilisant directement Maple. Voilà, la simulation est terminée. Maintenant, nous avons sur les courbes, la comparaison entre les vitesses. Alors là, on voit les vitesses longitudinales, latérales et vitesses de rotation entre les deux cas de figure. C'est-à-dire qu'en vert, vous avez la courbe lorsque le coefficient de friction est égal à 1. En rouge, avec un coefficient de friction beaucoup plus faible. Et on peut également visualiser, alors à condition on pourrait le voir de toute façon, mais là, je vais modifier la couleur de visualisation pour la simulation précédente. Voilà. Et là, je vais pouvoir visualiser la simulation précédente en grisé et la simulation courante en couleur normale. On voit que comme le coefficient de friction est plus faible maintenant, le robot est un peu en retard par rapport au cas précédent. Donc voilà la comparaison lorsqu'on utilise MapleSim. Maintenant, je vous montre la comparaison lorsque l'on utilise Maple en utilisant un document Maple attaché au modèle. Il est possible très facilement de réaliser depuis Maple des simulations MapleSim et de faire des choses assez sophistiquées grâce à une bibliothèque de fonctions qui s'utilisent dans Maple et qui permettent de dialoguer avec les modèles MapleSim. Par exemple, ici, nous avons une première commande
getParameters, qui permet de récupérer la totalité des paramètres du modèle. Et le paramètre qui nous intéresse ici, c'est le paramètre mu, le coefficient de friction, donc qui était égal à 1 lorsque cette feuille a été exécutée. Bon, c'est ce dernier paramètre qui nous intéresse, donc on l'extrait ici avec, on prend le dernier qui est l'indice -1 dans la liste précédente. Et après, on a la possibilité, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, je vais tout exécuter d'ailleurs, une fonctionnalité qui est très intéressante dans Maple, c'est la possibilité de créer à partir de MapleSim des modèles qui sont compilés. Donc, c'est-à-dire que la fonction que l'on voit ici, getCompileProc, permet de réaliser une compilation du modèle MapleSim. Donc ça correspond à, je dirais, toute la phase initiale lors du lancement d'une simulation MapleSim. Donc ça crée toute cette phase initiale et le résultat de tout ça, c'est ce que l'on appelle une procédure compilée qui contient un code qui est complètement exécutable et qui que l'on pourra simplement simuler, mais la simulation là va devenir très rapide parce que tout le démarrage de création, d'analyse du modèle et autres a déjà été inclus dans cet exécutable. Par exemple, là, je vais faire un balayage paramétrique sur 10 simulations, avec le paramètre numPoints égale 10. Sur 10 simulations, un balayage paramétrique pour le coefficient de friction, de frottement qui est compris entre 0 et 1. Voilà, je tape sur Entrée. Et là, c'est déjà fini. J'ai réalisé mes 10 simulations. Et je peux maintenant visualiser, par exemple, les différentes vitesses longitudinales ou les différentes vitesses de rotation. Donc voilà comment, très simplement, depuis Maple, on est capable de piloter des simulations MapleSim. Donc il y a différentes fonctions. Ici, on a utilisé la fonction ParameterSweep pour faire un balayage paramétrique entre une borne min et une borne max. On peut également faire un balayage paramétrique en choisissant des valeurs dans une liste. Et il existe également une fonction Monte Carlo qui là permet de faire un balayage paramétrique en choisissant les paramètres variables suivant des variables aléatoires qui peuvent suivre une loi gaussienne ou une loi de Poisson, une loi normale, enfin bref, toutes les nombreuses lois statistiques qui existent dans MapleSim. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce modèle de robot mobile. Alors, qui dit robot mobile dit on commence à se rapprocher des véhicules. Et là maintenant, je vais vous montrer les fonctionnalités de contact qui concernent la modélisation des pneumatiques, donc au sens où on peut avoir un véhicule qui va être en contact avec une route et avoir des contacts dans toutes les directions, longitudinaux, latéraux, suivant différents modèles de pneumatiques. Alors ça ne va pas utiliser la bibliothèque des contacts, ça va utiliser une bibliothèque qui est spécifique, que l'on trouve dans les bibliothèques MapleSim. Voilà, c'est la bibliothèque Terios, donc une bibliothèque additionnelle qui s'ajoute à MapleSim, qui permet de modéliser les pneus les contacts sol-route grâce à 2 blocs. Donc c'est vraiment très simple. Vous avez un bloc qui va correspondre, je dirais, aux paramètres généraux de la roue avec son pneumatique. Donc c'est là qu'on va trouver notamment la masse de la roue, son inertie, des choses concernant le calcul du rayon, si on le calcule en étant chargé ou non. Et après, on va trouver différents modèles de pneumatiques. Alors, on a 4 modèles de pneumatiques, plus un modèle défini par l'utilisateur, c'est-à-dire que l'on peut complètement personnaliser le modèle de pneumatique. Les autres sont, à part le linéaire, qui est vraiment très simple, les autres sont des modèles très connus de Patjeska, Kelspan et Fiala. Donc les modèles qu'on utilise couramment lorsqu'on fait ce type de représentation. Donc il suffit simplement de placer ces 2 blocs connectés ensemble dans une modélisation. Et ensuite, vous avez un vrai contact entre un pneumatique et une route. Et un seul. Alors là, cette première simulation,
Ça représente un quart de véhicule qui tourne autour d'un axe. On a utilisé différents blocs de la bibliothèque multicore pour réaliser cette modélisation. Par exemple, ce bloc-là ici de la liaison glissière qui permet d'avoir un mouvement, d'avoir un degré de liberté suivant l'axe Z. Là, cette liaison pivot qui permet d'avoir un degré de liberté autour de l'axe Z, puisque la roue va tourner autour de cet axe. Une autre liaison glissière qui permet d'avoir le degré de liberté ici de la suspension, donc du quart de véhicule concentré en ce point sur la suspension. Et encore une liaison pivot pour avoir le degré de liberté de rotation de la roue. Maintenant, si on regarde l'animation de ce modèle, voici ce que ça donne. Alors c'est important de voir qu'initialement, la roue ne touche pas le sol. Donc comme d'habitude, pour voir qu'on a bien le contact entre la roue et le sol. Donc au début, on a un premier mouvement de chute de la roue sur le sol. On peut le voir, voilà, ici lorsqu'on ralentit la simulation. Là, je vais augmenter la simulation vitesse normale. Ensuite, on voit le véhicule qui, suite à cette chute et suite au fait que la suspension démarre complètement au repos, je dirais, c'est-à-dire pas compressé. Je relance la simulation. Pas compressé, on a le véhicule qui descend sur sa suspension. Alors évidemment, artificiellement, on a diminué l'amortissement pour qu'on voit bien les mouvements. Sinon, bien sûr, une suspension de voiture est quand même mieux amortie que ça. Donc voilà l'exemple d'un modèle simple qui permet de voir bien ce qui peut se passer dans ce type de modélisation. Je vais ouvrir maintenant un modèle plus compliqué qui est un modèle de véhicule complet à 4 roues. Voilà, dans ce modèle, on a représenté, alors évidemment, ce que je viens de vous montrer, à savoir des contacts en utilisant cette fois-ci un modèle de Patrischka de pneumatique. Le modèle de la roue, enfin du reste de la roue générique, je dirais. Et on représente également la suspension via différents blocs de la bibliothèque polyarticulée multibody, donc des liaisons pivots, des liaisons glissières, etc., pour représenter la dynamique du véhicule, enfin les mouvements du véhicule sur sa suspension pendant le fonctionnement. La simulation est terminée. Je vais afficher la fenêtre 3D en me calant sur le véhicule. Je vais attacher la caméra au véhicule pour qu'on puisse le suivre. Et nous allons voir ce que ça peut donner sur une manœuvre assez simple. Comme on peut le voir ici sur le diagramme XY, on va visualiser la voiture qui fait un évitement sur la gauche. Voilà, je lance la simulation. Ici, vous voyez la fonctionnalité de possibilité d'attacher la caméra à un objet, ce qui est intéressant pour pouvoir suivre cet objet et voir ici l'assiette du véhicule au cours de la manœuvre. Je vais relancer. Donc on voit bien la compression sur la suspension à droite lorsque l'on tourne sur la gauche, et de même le débattement ici de la suspension droite lorsque l'on tourne sur la droite. Donc un fonctionnement tout à fait classique dans ce type de modèle de véhicule. Voilà pour ces différents modèles. Alors pour démarrer assez facilement avec la bibliothèque multicore et ses contacts, notez qu'il existe des modèles qui sont déjà présents dans l'AID. Alors il existe des modèles pour cette sous-bibliothèque, mais pour plein d'autres bibliothèques. Si vous allez dans Aide, exemple, domaine physique, on va retrouver les bibliothèques d'exemples pour tous les domaines de la physique, que ce soit la mécanique 1D, l'électrique, l'hydraulique, magnétique et autres. Et pour le multicore, on a 3 modèles de systèmes avec des contacts. Un modèle qui est assez sympathique, c'est le robot qui grimpe. Voilà, je lance la simulation pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et ce modèle est très complet. Ici, on a des contacts cylindre-cylindre, comme vous allez pouvoir le constater. Et donc, en repartant d'un modèle de ce type, on arrive très rapidement à réaliser ses propres modèles de contact.
Par ailleurs, je n'ai pas présenté une fonctionnalité qui est très intéressante pour la modularité de la modélisation. Là, vous voyez ce bloc qui s'appelle CP comme Contact Properties, à l'intérieur duquel on a défini la raideur, l'amortissement, coefficient de friction et autres. Ce CP est utilisé, ou peut être utilisé, en fait, dans la représentation, dans la modélisation des contacts, des forces de contact à ce niveau-là, parce que ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que lorsqu'on coche la case Use Record, alors moi je l'ai utilisé décoché jusqu'à présent, ce qui donnait l'interface qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Si on coche cette case Use Record, ça fait apparaître cette zone-là, à l'intérieur de laquelle vous pouvez rentrer le nom du bloc, CP1 en l'occurrence, comme on vient de le voir, le nom du bloc dans lequel sont stockées les propriétés de contact. Ça permet d'avoir un bloc unique pour des contacts différents, enfin pour différents blocs de contact, excusez-moi, dans le modèle. Si vous avez beaucoup de forces de contact dans votre modèle qui sont identiques, c'est plus simple d'avoir un modèle de propriété qui se trouve à l'extérieur du modèle et de faire référence à ces paramètres dans les différents blocs de contact. La simulation étant maintenant terminée, je vais pouvoir vous la montrer. Alors on voit, je lance l'animation, on voit le principe de fonctionnement du robot, c'est-à-dire qu'on a des tiges qui se déplient et qui se resserrent sur les deux tiges verticales. Là on voit bien les mouvements, la force de contact cylindre sur cylindre entre les deux mâchoires entre guillemets du robot et les tiges selon lesquelles le robot peut grimper. Voilà, je vais finir en revenant au modèle du robot Nao. Bon, ça c'est un modèle assez complet du robot avec une modélisation assez classique comme on a l'habitude de le faire en robotique. Je vais me concentrer surtout sur la façon dont sont modélisés les contacts. Et là, on va retrouver ce que l'on voyait tout à l'heure avec le portail, à savoir une représentation en utilisant des sphères, le contact sphère rectangle, et puis un sol qui est rectangulaire, qui nous permet lors de la modélisation du contact d'avoir en fait à 4 points bien choisis de chaque pied du robot Nao, on place un point de contact et c'est ça qui permet ensuite lors de la marche de conserver toujours des contacts entre le pied et le sol. Quant à la modélisation du contact entre les deux, on voit qu'on a un amortissement qui est relativement faible par rapport à la raideur. C'est la raison pour laquelle, lors de la simulation, on voit au début ces oscillations, parce qu'on a utilisé un sol qui est quand même assez souple, non seulement souple, mais également élastique, donc assez élastique, assez souple, qui donne pour le robot le mouvement de balancier que l'on a au début. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette présentation.